Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Louis Hull et puis moi, je suis responsable des instituts et puis de la série de conférences Impact pour le Centre Franco. Ça me fait très, très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence ce soir. Et puis, aujourd'hui, vous savez que le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, qu'on appelle communément le Centre Franco, eh bien, c'est un organisme en pleine effervescence. Oui, au centre, on travaille au développement professionnel du personnel enseignant, puis à l'amélioration et puis à l'épanouissement pour l'éducation en français en Ontario. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait plus d'un demi-siècle que le Centre Franco est devenu la référence en création de ressources pédagogiques. Donc, en plus, le centre soutient aussi le développement professionnel du personnel enseignant des 12 conseils scolaires de l'Ontario. Ce centre multiservice compte plus de 140 spécialistes qui ont créé puis créent tous les jours, justement, une véritable mine d'or au niveau de ressources pédagogiques. Alors, ayant eu la chance d'en utiliser certains, je peux vous dire que ce sont des outils formidables qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et de faire rayonner la francophonie. Ben, vous allez sûrement vous demander comment est-ce qu'on fait pour accéder justement à ces ressources? Eh bien, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à utiliser votre furteur de recherche et de taper ou d'écrire lecentefranco.ca. Et donc, sur le site, là, vous allez avoir accès à ces ressources. Bon, alors donc, officiellement, ce soir, je vous souhaite la bienvenue à la conférence qui a comme titre Pour réveiller la curiosité et développer l'esprit critique, trois petits points, un musée, point d'interrogation. Et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Caroline Dromaguet, qui est la présidente directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Fait à noter, vous savez que le Musée canadien de l'histoire comprend aussi le Musée canadien de la guerre. Alors, en terminant, je voudrais vous dire que le Centre Franco veut remercier le ministère de l'Éducation qui soutient justement ce type de développement professionnel. Et puis, c'est grâce au ministère que si nous pouvons avoir une telle conférence ce soir. Alors, bienvenue tout le monde. Et je passe maintenant la parole à mon collègue, M. Paul Cadieux, qui fera justement la présentation de notre conférencière. Et oui, bonsoir à tous. En ce beau mercredi, il me fait un grand plaisir de pouvoir vous présenter Madame Caroline Dromaguet. Et oui, pour éveiller notre curiosité, développer notre esprit critique, ben, pourquoi pas? Il n'y a rien de mieux que de pouvoir s'entretenir avec la directrice générale du Musée canadien d'histoire et du Musée canadien de la guerre. Madame Dromaguet est une fière franco-ontarienne qui a plus de 20 ans d'expérience, qui vient tout juste d'être nommée à l'automne, je crois, directrice générale. Elle a été gestionnaire et directrice de nombreuses expositions dans les musées, donc elle connaît bien ça. Euh, Elle accorde beaucoup d'importance à la transmission de la culture, vouloir rapprocher les gens en favorisant le dialogue, la connaissance, les expériences variées. En 2023, elle accorde également l'importance à l'innovation, à l'engagement, la technologie. Au fait, un musée, ça rapproche les gens de différentes façons. Donc, je suis convaincu qu'on est en excellentes mains pour la prochaine heure. Le tout sera divisé en trois thématiques qu'on va découvrir tout au long de la conférence. Et puis, je vous demanderai de ne pas vous gêner d'utiliser le clavardoir de façon à pouvoir poser des questions. Madame Dromaguet nous disait qu'elle est bien à l'aise tout au long de la conférence à pouvoir vraiment échanger, dialoguer avec tout ce beau monde qui est avec nous ce soir. Donc, à toi la parole, Madame Caroline. On t'écoute attentivement. Merci beaucoup, Paul, et merci, Louis. Ça me fait un petit peu peur que tu dises que mes priorités en 2023 sont la technologie. Alors, je suis mieux de ne pas me manquer mon coup avec
ma présentation. Alors, que je vais partager à l'instant, si vous me permettez. Et voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran, Tout est beau et mais pas mes clair. notes. Non, non, c'est parfait. Non, alors, c'est déjà bien. J'ai déjà bien réussi ça. Alors, merci encore, Paul, pour l'introduction. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi là, de participer à la conférence ce soir et puis de pouvoir être avec vous, chez vous, de façon virtuelle. Et puis, une petite façon pour moi aussi d'amener le musée chez vous. Donc, je me trouve présentement, comme vous avez vu avec l'image dans mon arrière-plan, au Musée canadien de l'Histoire ce soir à Gatineau, sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Par notre travail et nos gestes, nous cherchons à démontrer et exprimer notre respect pour les gens qui sont les premiers gardiens des terres sur lesquelles nos musées sont situés. Les liens et les relations que les musées entretiennent avec les personnes autochtones de la région et de partout au pays revêtent une grande importance pour nous. Nous travaillons depuis longtemps en collaboration avec les communautés autochtones sur des projets d'intérêt mutuel, incluant le rapatriement d'objets culturels, des ententes d'autorité partagées, des expositions, des programmes et des projets de recherche. Ce type de travail et ces relations sont au cœur de ce que nous faisons et j'espère que vous pourrez en être témoin lors de ma présentation. L'Ontario étant une très, très vaste province, donc je vous encourage à trouver des moyens de reconnaître aussi les communautés qui habitaient, qui vivent toujours sur le territoire sur lequel vous résidez. Alors, pour éveiller la curiosité et développer l'esprit critique, j'aime bien qu'on souligne les 3 petits points. Un musée, mais je suis certaine que la plupart d'entre vous savez très bien qu'un musée n'est pas un endroit rempli de poussière, mais qu'on est bel et bien un endroit très vivant où on aime beaucoup recevoir les visiteurs, travailler en collaboration, bien sûr. Mais j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée d'aller un petit peu plus loin, en fait, pour voir vraiment un musée, qu'est-ce que ça peut apporter à des gens comme vous, enseignantes et enseignants. Donc, probablement que vous vous souvenez d'expériences quand vous avez été, ou peut-être même très récemment, où vous êtes entré dans un musée et puis vous avez été émerveillé, éveillé, quoi que ce soit. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment ramener ce sentiment-là dans la salle de classe et espérer que c'est vraiment le début d'un nouveau questionnement, en fait, pour les élèves? Donc, je vais peut-être passer à la prochaine diapo. Mais là, je pense que j'ai été trop vite. Désolée, je retourne en arrière. Mais ouais, je ne suis pas si bonne que ça avec la technologie, en fin de compte. Mais peut-être avant d'aller plus sur le survol de ma présentation, je voulais aussi parler un petit peu de comment le sujet est venu à l'idée. C'était vraiment en conversation avec Louis il y a quelques semaines et où on s'est dit, on a partagé certaines idées. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé d'autres conférences qui avaient été organisées et il m'a introduit au travail que fait M. Philippe Longchamp. Et peut-être certains d'entre vous ont participé à sa conférence, je crois que c'était l'été dernier. Et puis, c'est un enseignant, bien sûr, et qui pousse vraiment la recherche et la pensée autour de la pensée critique. Et puis, j'ai été un petit peu lire à propos de son travail et je vais juste citer certaines choses qui m'ont vraiment marquée à propos de sa recherche et puis des propos vraiment qui m'ont convaincue de vous parler ce soir. Alors, lutter contre le virus de la désinformation et l'importance de contribuer au développement d'une immunité collective contre la crédulité au sein de la société. Alors, pour moi, c'est venu vraiment me chercher parce qu'en fait, le travail du musée,
c'est tellement ça, c'est d'être une source sûre de connaissances, de savoir et de partager ce savoir et ces connaissances, et puis d'être un point de référence, en fait. Et j'ai trouvé vraiment inquiétant en lisant encore à propos de M. Longchamp et son travail, et je cite encore que des statistiques démontrent que moins de la moitié des jeunes de 15 ans sont capables de faire la différence entre les faits et les opinions. Donc, pour moi, c'était clair que la présentation de ce soir allait être un peu une suite plus pratique, si on veut, de ce que M. Longchamp vous aurait présenté. Et puis, étant donné que je vais parler beaucoup en termes pratiques, je ne vais pas pouvoir me prononcer à propos de tous les musées. Alors, si vous me permettez, ce sera des exemples que je vous donnerai qui se rapportent, bien entendu, aux musées que je représente. Donc, maintenant, je peux aller à ma prochaine diapo. Alors, je vous ferai une brève introduction, bien sûr, pour rien rajouter à ce que Paul a déjà discuté. Le musée et son rôle, la vision du musée. Ça, je tenais à vous en parler parce que je vous considère tous et toutes comme étant un public cible pour le musée. On tient beaucoup à ce que vous pensez, à ce que votre rétroaction soit représentée dans ce qu'on met à votre disposition. Et je vais enfin sauter dans, en fait, les trois thématiques dont on parlait. Le musée comme ressource. Ressource pour vous, ressource pour vos étudiants. Alors, l'expérience de la visite en personne, quand on a l'occasion de venir sur place. Les outils pédagogiques, alors la plupart, bien entendu, des outils qui se trouvent en ligne. Et j'ai réservé un petit moment aussi pour parler au-delà. Ce n'est pas une visite, ce n'est pas un outil, mais il y a encore d'autres façons qu'on peut vraiment tirer profit là, de relations, de collaboration, de travail avec le musée pour justement revenir à notre grand thème, d'éveiller cette curiosité et développer la pensée critique. Alors, ça me fait un peu bizarre de dire mon nom comme ça sur l'écran, mais comme vous le savez, mon nom est Caroline Dramaguet, présidente directrice générale des musées. Ça fait, oui, en effet, j'ai dû faire le calcul, 25 ans ça fera 25 ans au mois de mai que j'ai commencé, si on veut, ma carrière au musée de l'Histoire. C'était le musée des civilisations à l'époque. Ceux et celles qui sont de la région vont se rappeler du nom. Et puis, c'était en fait, j'ai décroché un emploi d'été comme guide alors que je terminais mes études postsecondaires. Et puis, cet été-là, 1998, c'est là que c'était un été tout à fait transformateur pour moi. Mes yeux ont été ouverts sur un monde que je connaissais très peu, celui des musées. Alors, la recherche, les collections, les expositions et tout ce que ça implique. Alors, je suis rentrée, mais je n'ai jamais quitté, on dirait. Alors, j'ai évolué au sein du musée en occupant plusieurs postes. J'ai eu beaucoup de chance. Travaillé avec la gestion immobilière en tant que designer. J'ai été pendant un très long moment chargée de projet aux expositions, donc créer des expositions. J'ai eu la chance de mener les équipes qui installent les artefacts, installent les expositions. Et dans les quelques dernières années, j'ai été dans des postes cadres de stratégie au musée de la guerre, avant de revenir récemment, bien entendu, au musée de l'histoire. Alors, de dire que je suis passionnée, je pense que ce n'est pas une exagération. Et même si les choses ont beaucoup changé pendant les 25 dernières années dans le monde de la muséologie et pour nous, ici au musée de l'Histoire, musée de la guerre, j'ai juste tellement de chance d'œuvrer dans un domaine où on peut justement faire une différence et interpréter l'histoire de notre pays, mais aussi l'histoire de culture internationale. Alors, et comme on a dit, franco-ontarienne, mais oui, bien entendu, je suis fière de l'être. Je pense qu'aujourd'hui même, on marque
le début du mois de la francophonie. Alors, bien contente de pouvoir être là pour cette occasion. Et j'ai inclus aussi Mères concernées parce que même si je vous parle de mon parcours professionnel, je suis une très chanceuse maman de 3 enfants. Et quand je vois des fois cette désinformation et des fois le manque de curiosité malgré tout, ça m'inquiète. Alors, je pense que ça me donne un petit peu plus de pep, on va dire, dans mon travail. Alors, je crois que je peux y aller. Alors, juste une brève introduction là, au musée, juste pour pas passer trop de temps là-dessus, mais donc nous avons les 2 musées, Musée canadien de la guerre, Musée canadien de l'histoire. Pour ce qui est du Musée canadien de l'histoire, juste comme mise en contexte, ça remonte, nos origines remontent à très longtemps, 1856. C'était le Archaeological Survey of Canada, et là, le nom français m'échappe. Et puis, bon, c'était avec un emphase sur des collections d'archives et spécimens ethnologiques, archéologiques et histoire naturelle. Alors, comme vous voyez par la photo en noir et blanc, très traditionnelle comme approche muséographique. En 1968, nous sommes devenus le Musée de l'Homme. Encore une fois, pour ceux et celles de la région, saviez-vous que le musée, ce qui est maintenant le Musée de la Nature, était le Musée de l'Homme? Alors, il y a eu toutes sortes de changements pour enfants en 1989. Nous sommes devenus le Musée canadien des civilisations dans ce magnifique bâtiment du côté de Gatineau qui a été conçu par l'architecte pied-noir et métis Douglas Cardinal. Et puis, quelques années passées, nous sommes devenus le Musée de l'histoire. Donc, comme je le mentionnais, les 2 musées sont regroupés sous une même société. Et on partage un seul et unique mandat qui est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadienne qu'ils ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Alors, c'est vraiment en fait, c'est dans l'acte des musées, c'est décidé par Patrimoine canadien, c'est le mandat qu'on doit rencontrer année après année. Et bien sûr, le musée de la guerre qui partage donc le même mandat. Également ici, les origines du musée remontent à 1880, un petit musée au début, mais qui est devenu associé avec les trophées de guerre qu'on ramenait des guerres mondiales. Ensuite, en 1958, le musée est devenu plutôt sous la tutelle des musées nationaux, qui est allé ensuite dans son propre musée sur la rue Sussex, encore ceux qui se rappellent de ce site-là. Un beau bâtiment, mais malheureusement pas très sécuritaire pour des artefacts. Pour enfin voir l'inauguration de notre nouveau bâtiment en 2005 sur la rue Vimy, juste à Ottawa. Encore une fois, conçu par un incroyable architecte, Raymond Moriyama, japonais-canadien, qui a vraiment mis de son histoire personnelle, ayant été interné pendant la Deuxième Guerre mondiale comme jeune garçon canadien, mais quand même interné de par son origine asiatique. Et donc, cette thématique de guerre, de régénération, d'espérance est bien élaborée dans l'architecture du musée. Donc, ce sont nos 2 musées. Et si on en revient vraiment à notre rôle, alors le rôle, on parlait en introduction un peu le rôle du Centre Franco et comme centre d'excellence et en fait, il y a une très bonne réputation. C'est un peu la même chose, si je peux en parler, du côté du musée. Donc, on a vraiment la chance, et je vais citer ici, on profite d'une réputation en tant que centre d'excellence muséologique qui met en commun ses compétences dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnologie et des études culturelles avec d'autres musées et aux pays à l'étranger.
Ceci dit, une grande partie de la collection nationale, bien entendu, est d'origine autochtone et nous travaillons très, très fort en ce moment dans le contexte de la réconciliation à rapatrier beaucoup de nos collections. Donc, le rôle vraiment dans nos opérations, comme vous le voyez à l'écran, est de rassembler, partager et diffuser des connaissances tout en suscitant le désir d'approfondir l'apprentissage et la compréhension de notre histoire commune. Alors, je trouve que c'est important de mettre ça à l'écran parce que ça vient vraiment, je pense, rejoindre le rôle que vous avez aussi en tant qu'enseignant-enseignante et ce que vous faites en fait tous les jours dans la salle de classe avec vos élèves. Donc, vous voyez ici à l'écran juste des images un peu iconiques là, de nos deux bâtiments. Ici à gauche, la sculpture Haida de l'artiste Bill Reed. Magnifique moule de plâtre pour quelques bronzes qui se trouvent ailleurs aux États-Unis, au Canada, mais installé en permanence dans la Grande Galerie, ici au Musée canadien de l'Histoire. Et à droite, la salle du souvenir du Musée canadien de la guerre. Magnifique salle qui, vous voyez le faisceau lumineux ici, qui illumine une pierre tombale, qui est l'unique artefact dans cette salle, et positionné de telle sorte qu'à 11h le 11 novembre, donc le jour de souvenir chaque année, le soleil arrive exactement pour illuminer la pierre tombale du soldat inconnu. Alors, de très beaux espaces dans nos musées. Donc, plus particulièrement, bien entendu, les musées, bon, il y a beaucoup de recherches qui se fait avec des équipes d'historiens, de conservateurs, de gens vraiment qui ont des projets de recherche incroyables, qui s'étalent sur tellement de sujets tout aussi pertinents que fascinants. Nous sommes les gardiens de collections nationales, collections d'art incroyables, collections de militaires, d'uniformes, d'armements, de véhicules, des collections intangibles aussi. Alors, l'histoire orale, bien entendu, quelque chose de très, très précieux parce qu'il y a beaucoup de cultures, des cultures autochtones, bien entendu, qui n'ont pas écrit leurs histoires, leurs expériences, mais les ont plutôt transmises de façon orale. Alors, très, très important. Et bien sûr, les expositions et les programmes que nous mettons sur pied à la fois dans nos bâtiments, mais aussi en ligne. Et on va en parler un petit peu plus dans la prochaine heure. Donc, je tenais aussi à vous parler aussi de la vision du musée. C'est important parce que c'est quelque chose qui vient d'être en fait annoncé, c'est tout nouveau, tout chaud, comme on peut dire, qui est annoncé d'abord aux membres du personnel ici au musée il y a seulement quelques semaines. On travaille encore sur une annonce un peu plus publique là, pour vraiment épouser cette vision, vivre cette vision. Et puis, c'est quelque chose que j'ai la grande chance là, de développer avec notre conseil d'administration et certains membres de mon équipe de gestion. Mais je pense que ça vient vraiment parler aussi de ce qu'on va discuter un petit peu plus tard. Donc, oser inspirer l'histoire de demain. Puisque j'aime beaucoup de cet énoncé, malgré qu'il est court, mais je pense qu'il y a un impact, un grand impact. Et puis, c'est justement de laisser à chacun, que ce soit des gens à l'interne ou les gens qui interagissent avec nous comme musée, puissent avoir leur propre interprétation de ce que ça peut vouloir dire pour eux. Alors, pour moi, personnellement, c'est vraiment d'avoir cette importance là, de connaître notre histoire collective, notre histoire humaine, dans tous ses volets, ses bons côtés, ses mauvais côtés, pour pouvoir vraiment bien comprendre ce qu'on vit, l'environnement dans lequel on vit et contribuer à un meilleur demain, un meilleur avenir.
Alors, très prochainement, là, on va faire des groupes, des focus groups, si vous me permettez l'expression, avec notre personnel pour aller voir vraiment ce que ça veut dire pour eux. On a aussi ajouté à ceci des valeurs pour notre institution. Et je les présente aussi parce que je trouve que ça s'applique, oui, à l'interne, mais ça s'applique à la façon dont on va interagir avec nos publics cibles. Et parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, je et nous vous considérons comme un public cible, je trouvais pertinent de vous le présenter. Donc, nous nous engageons à une ouverture à la découverte, à une collaboration consciente, à une conduite adaptée au changement, donc l'innovation, et de toujours avoir une intégrité dans l'exercice de nos fonctions. Et je crois que oui, l'animation, je vais peut-être passer par-dessus ça, mais les pétales, si vous voulez, ce sont nos orientations stratégiques, mais je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Donc, si on commence vraiment à rentrer dans le musée comme ressource, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, avec vous? On va rentrer un petit peu plus là-dedans. Donc, à n'importe quel moment, comme Paul l'a mentionné, n'hésitez pas d'aller poser des questions. Puis Paul, je vais peut-être me fier à vous pour me dire s'il y a des questions, parce que je ne verrai pas, moi, la boîte de questions. Aucun Donc, problème, je surveille ça attentivement. merci, merci. Alors, si je vais sauter là-dedans alors. Alors, je vais commencer avec l'expérience de la visite comme telle. Et puis, ça va peut-être sembler comme je fais beaucoup de pitch là, pour ce qu'on présente au musée, ce qu'on offre au musée, mais je pense que c'est quand même important dans le contexte de la conversation. Et mon but, c'est vraiment de mettre à votre disposition ces ressources pour vous aider dans la salle de classe. Donc, si vous en êtes vraiment à votre première visite physiquement là, sur le site, je pense que vous avez déjà passé l'étape difficile là, de réserver l'autobus et tout, et les formulaires de permission. Mais les programmes scolaires qui s'offrent sur place sont vraiment en lien avec vos curriculums. Donc, on met beaucoup l'emphase sur le curriculum de l'Ontario et le curriculum du Québec, parce que de façon réaliste, ce seront les groupes qui viendront vraiment sur nos sites. Donc, le musée offre une vaste expérience, comme je l'ai mentionné, une vaste gamme d'expériences dans divers environnements qui mettent l'accent sur les compétences comme le travail d'équipe, la résolution de problèmes et la pensée critique, et sont adaptés à des styles d'apprentissage visuel, auditif et kinesthésique. Donc, si vous suivez un programme avec un de nos interprètes, par exemple, ces éléments, ces concepts seront impliqués dans la façon dont le matériel sera présenté. Tous nos programmes sont développés suivant les principes directeurs de l'interaction sociale, de l'authenticité, quelque chose qui est vraiment très important pour nous comme musée, et de l'accessibilité. Donc, encore une fois, lors de la visite, on va beaucoup mettre l'emphase sur l'évaluation, l'examination de sources premières. Alors, les sources premières étant celles qui vraiment racontent l'histoire, qui sont les preuves, si vous voulez, de ce qu'on présente. Et puis, je vais juste aller peut-être, je ne sais pas si j'espère que mon lien va fonctionner. Mais je voulais juste vous donner un petit, vous voyez, j'espère, oui. Oui, Paul, vous voyez, OK, c'est parfait. Oui, Donc, on voit bien là. vous voyez bien. OK, c'est super. Alors, je voulais juste donner vite un survol encore là, quand vous faites vos visites scolaires. Il y a plein de choses qui s'offrent à vous pour vous préparer justement à vos visites, des fiches d'activités que vous pouvez faire en préparation à votre visite et réserver, bien entendu, là, les visites guidées et tout et tout. À cet effet-là, vous avez Oui. toujours, semble dire ça, vous avez toujours une équipe aussi dynamique, prêt à accueillir les différents groupes d'âge dans un coin spécifique au musée. J'en garde tellement d'excellents souvenirs de mes visites avec des élèves qui ne voulaient jamais quitter les lieux. Et
J'avais toujours peur d'arriver en retard à l'école. Oui. Donc, merci pour la question. Oui, je veux dire qu'on est en train de tranquillement se remettre sur pied. Avec la pandémie, on n'a pas été à l'abri de pénurie de main-d'œuvre, malheureusement. Alors, de remettre une équipe sur place, sur pied, je devrais dire, parce que beaucoup de nos interprètes de programme sont des employés saisonniers, mais aussi parce que, par souci là, de sécurité publique, là, en plein dans la pandémie, on a mis un frein là, à certains de nos programmes. Donc, mais on reprend là, tranquillement. Alors, certainement, oui, les groupes scolaires peuvent suivre, aller dans des endroits là, de salles de classe pour suivre ces visites guidées ou ces programmes, pardon. C'est Donc, tellement riche. c'est riche, en effet. Riche comme expérience. Exact. Je voulais juste aussi mettre l'emphase sur l'importance de préparer justement cette visite-là au musée. Puis je vais peut-être retourner où j'étais avant. Et ce type de ressources sont disponibles pour vous également. Donc, vous allez peut-être vouloir non, excusez-moi, je ne vais pas trouver la bonne, mais non, ça, c'est les visites guidées. Bon, je ne perdrai pas mon temps avec ça, mais si vous fouillez un petit peu sur la page de préparation à la visite, vous pouvez aller jusqu'à même visionner une vidéo qui va vous présenter à vous et vos élèves le musée, un survol. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir aller commencer à piquer la curiosité de vos élèves et de commencer à les mettre à l'épreuve un petit peu de comment ils vont vivre cette expérience au musée. Donc, ici, je vais rentrer un petit peu plus loin. C'est si vous choisissez, par exemple, de faire votre visite guidée vous-même et vous êtes peut-être un peu plus habitué, vous avez fait ce genre de visite en personne avant et vous choisissez aussi peut-être de faire des liens plus directs avec des aspects ou des thématiques des cours qui sont présentement enseignés à l'école dans vos classes. Donc, ça, c'est très libre à vous, bien entendu. Mais c'est peut-être là où on peut aller penser à des fils conducteurs, des lignes de temps, des épreuves qu'on peut donner à nos salles de classe. Et puis, un des exemples qui m'est venu en tête, si par exemple vous visitez le musée de la guerre, peut-être de demander ou vous lancer le défi à vos étudiants de faire un peu un survol ou une recherche sur l'évolution des femmes en temps de guerre, du rôle des femmes dans l'histoire militaire du Canada. Et les élèves vont pouvoir aller chercher à la fois en voyant des œuvres d'art qui vont leur donner certaines réponses. Ils vont pouvoir aller voir des uniformes. Alors, ils vont peut-être remarquer qu'un uniforme pour une infirmière à la Première Guerre mondiale était très différent d'un soldat des tranchées. Mais pourquoi elles n'avaient pas le droit, par exemple, d'être dans les tranchées, elles? Alors, tout ça se trouve, les réponses se trouvent bien sûr, dans les expositions. Et les étudiants peuvent vraiment avoir du plaisir. Moi, j'appelle ça avoir du plaisir. Je ne sais pas s'ils vont tous avoir du fun, mais de pouvoir vraiment aller explorer puis de développer encore là cette curiosité et on espère se poser des questions et développer leur esprit critique. Caroline, tu Pardon, parles de oui. l'importance de préparer les élèves avant une visite. On nous pose la question dans le clavardage. Est-ce que vous offrez, pour ceux qui sont plus à l'extérieur, plus loin du centre-ville, est-ce que il y a des visites virtuelles qui pourraient être disponibles? Oui, excellente question. Puis c'est la prochaine partie, justement. Ah, voilà. Pour nous assurer vu qu'on a un mandat quand même qui est national, on a plein d'outils là, pour ça. Peut-être un autre exemple que je voulais peut-être vous donner comme idée, c'est d'adresser, par exemple, une visite au Musée canadien de l'histoire dans le contexte de la réconciliation. Oh, pardon, j'ai joué avec ma souris.
je retourne. OK. Dans le contexte de la réconciliation. Et ça peut même commencer avec une étude, une évaluation, une observation de l'architecture du musée et les courbes et le concept justement de l'architecte de Douglas Cardinal. Mais partout dans le musée, vous allez pouvoir retrouver des aspects, des thématiques qui vont parler justement aux élèves de la culture autochtone, ils vont pouvoir voir dans le musée, qui est encore extrêmement vibrante. Et aussi les côtés un peu moins peut-être drôles ou les côtés plus sombres de notre histoire du Canada, qui est les pensionnats autochtones. Donc, d'aller vraiment peut-être faire une visite autour d'une thématique qui, je suis certaine, est adressée dans les classes. Et dernier point pour une visite plus indépendante, nous offrons des fiches comme celle-ci. Oui, d'accord. Que vous pouvez télécharger et c'est un peu une chasse au trésor aussi pour vos élèves. Et puis, c'est là qu'on va vraiment aller demander ces questions pour aller pousser, encore là, je me répète, la curiosité et de développer cet esprit critique. Alors, nous avons, je crois, pour le Musée de la Guerre en particulier, nous avons 3 fiches par galerie permanente. Alors, j'adore voir les élèves courir avec leur fiche dans le musée et être très, très, très contents quand ils ont trouvé la bonne réponse. Essentiellement, être au musée, ça rend les élèves actifs. Oui. Mais on encourage à ce qu'ils marchent dans le musée, bien entendu. Là, j'arrive aux outils pédagogiques. Alors, je vais répondre peut-être, j'espère répondre à la question justement là, de la personne juste tantôt et de répéter qu'on est très, très conscient que c'est pas tout le monde qui peut venir au musée et c'est pas accessible à tous, bien entendu, pour toutes sortes de raisons. Puis des raisons géographiques n'en est qu'une, vraiment. Quoi que nous mettons à la disposition du public, des enseignants, des ressources pédagogiques en ligne depuis un certain temps, la pandémie nous a vraiment forcé, était vraiment un élément catalyseur là, pour aller vraiment plus loin. On était très nerveux pour une raison quelconque de mettre trop de visites virtuelles, par exemple, en ligne. Et c'est drôle parce que je me souviens d'une époque où on pensait que peut-être d'avoir une visite virtuelle découragerait les gens de venir au musée parce qu'ils l'auraient vu en ligne. Alors, c'est fou de voir comment la perception des choses a changé et, je devrais dire, évolué. Donc, dans les dernières années, comme je dis, l'offre a été beaucoup, beaucoup augmentée, spécialisée, même sophistiquée. Et donc, je vais partager avec vous quelques-uns de ces outils. Donc, ces outils qui sont mis à votre disposition en ligne peuvent être aussi apportés là, dans la salle de classe, ça c'est bien entendu. Et les sujets sont vraiment toujours pertinents parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, on a le souci d'aller faire les liens justement avec les curriculums. Et puis de faire les liens et même avoir des guides. Donc, si vous êtes enseignant au Québec, voici comment faire les liens. Si vous êtes enseignant en Ontario, voici comment faire les liens et avec les différents niveaux. Donc, tous nos programmes sont développés en collaboration, que ce soit avec des communautés culturelles, que ce soit avec des experts externes, mais aussi sont très, très influencés par la rétroaction qu'on reçoit par vous, les enseignants, qui êtes dans les salles de classe, qui mettez en œuvre ces outils. Alors, on a toujours des périodes d'évaluation là, après l'utilisation de nos ressources. Donc, je saute un petit peu. Donc, je vais encore aller sauter dans certains de nos liens. Tiens, on va aller au musée de la guerre cette fois-ci. Donc, pour répondre à la question tantôt que vous avez... Ah, ben là j'ai l'impression que je me mets en vedette. Mais nous avons des visites virtuelles. Alors, je peux vous accompagner lors d'une visite du Musée canadien de la guerre où vous allez avoir l'occasion de rencontrer des spécialistes, des historiens tout au long de la vidéo. Alors, si vous n'avez pas la chance de venir nous voir à Ottawa,
Je peux vous accompagner de façon virtuelle à travers le Musée de la guerre. Nous avons l'équivalent pour le Musée de l'Histoire, bien entendu. Et la page où je suis arrivée, donc, est spécialement pour vous, pour les profs. Alors, il y a toutes sortes de ressources. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour moi et de votre temps de parcourir le tout. Mais c'est là qu'on retrouve les informations pour les visites sur place. Il y a même une vidéo qui vous explique comment utiliser nos ressources. Nous avons bien entendu nos ressources en ligne ici. Et nous offrons depuis le début de la pandémie nos programmes scolaires en ligne. Alors, par programme scolaire, je veux dire cette interaction avec un interprète de programme, donc qui va se joindre à votre classe de façon virtuelle, votre classe uniquement, ce n'est pas préenregistré, c'est en direct, et va livrer un programme scolaire à votre classe et sur des thèmes spécifiques, bien entendu. Et au musée de l'histoire, ce qui est bien, j'espère qu'on va pouvoir le faire avec le Musée de la guerre, vous avez l'interprète de programme ici qui se promène dans les salles d'exposition avec, je croyais que c'était un GoPro qu'elle utilisait, mais là, je vois qu'elle est avec un téléphone intelligent. Alors, vous êtes avec l'interprète de programme dans le musée. Alors, c'est vraiment chouette. Et puis, encore une fois, les élèves peuvent poser des questions. L'interprète de programme va se servir de sources primaires pour éveiller le questionnement, la discussion, les échanges. Et ça remplace en fait le besoin de venir jusqu'à chez nous. Si je comprends Oui. bien, Mme Caroline, le tout, si on opte pour une de ces options-là, une de ces ressources-là, Mhm. c'est au fond interactif. C'est interactif, oui. C'est personnalisé pour votre classe, oui. Selon les questions qui sont posées au fur et à mesure qu'on navigue Oui, et puis avec les ressources. bien sûr, les thématiques sont préétablies et Oui. on espère que les questions sont en lien avec la matière présentée, là, mais c'est un dialogue, oui, tout à fait. Excellent. En tout cas, je lis dans le chat, wow, quelle belle adaptation à la nouvelle réalité. Les nouvelles opportunités. J'allais dire une expression en anglais, c'est à peu près temps. Ça, je vais le On est en 2023. quand même, hein? Oui, oui. Donc, la dernière chose que je dirais à ce stade-ci, c'est de vraiment continuer le dialogue une fois qu'on a fini soit la visite en personne ou la visite virtuelle ou le programme virtuel. Je pense que c'est vraiment important de ne pas arrêter là. La réflexion, elle continue. Puis encore là, c'est pas moi la pédagogue, mais je le remarque juste d'expérience vécue, que les questions n'arrivent pas nécessairement 30 secondes après la fin de la visite. Des fois, la question, elle arrive 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard. Donc, je pense que c'est important d'aller garder cet éveil bien nourri, puis peut-être se garder des activités en poche qui reviennent là, sur ce qu'on aura vu au musée, virtuellement ou pas. Je regarde là, je pense que ça va. Je continue avec les outils pédagogiques et ceux-ci, j'en suis extrêmement fière. Alors, on sort du virtuel, mais on reste quand même dans l'accès national. Donc, les boîtes à histoire, du côté du musée les boîtes à histoire du côté du Musée canadien de l'histoire et ici, ligne de ravitaillement au côté du Musée canadien de la guerre. Bon, qu'est-ce que c'est? Ce sont encore là des programmes d'apprentissage pratique, mais ça nous permet de vous envoyer le musée chez vous, concrètement, de façon tangible. Alors, ce que ça représente, ce sont des boîtes très solides parce qu'elles voyagent tout le temps à travers le Canada. Et dans le cas ici du Musée de l'Histoire, alors par le biais d'objets savamment conservés, des perspectives variées et mettent en lumière la richesse et la diversité de l'expérience canadienne. Ces objets peuvent servir de point de départ pour parler des différentes périodes de l'histoire du Canada ou comment
ou comme leçon de recherche historique pour développer la pensée critique et les compétences historiques des élèves. Donc, je vous ai juste lu le cours résumé, mais essentiellement, vous recevez pour 2 semaines dans votre classe gratuitement une boîte remplie de ces objets. Et puis, ce ne sont pas tous les objets, il y en a d'autres. Certains sont des artefacts authentiques, certains sont des reproductions. Et quand elles sont des reproductions, elles ont été conçues et fabriquées par de façon authentique, si vous voulez. Alors, si je prends l'objet, l'exemple des mocassins ici, bon, mais les mocassins auront été fabriqués selon les traditions par des membres de communautés avec qui on travaille. Alors, on maintient cette authenticité autant que possible. Et si vous allez, et là, j'ai oublié de faire un lien, pardon, avec l'image, j'allais aller vous montrer un petit peu plus loin, mais le professeur a accès en ligne à toutes sortes de fiches et plans de cours, justement pour aller donner des suggestions de comment interpréter, comment utiliser la boîte dans la salle de classe, comment demander aux élèves de devenir des historiens eux-mêmes, parce qu'une des choses qu'on a remarqué, même si c'est une salle de classe qui l'accueille, ils invitent l'école au complet. Je trouve ça vraiment génial parce qu'ils font leur petit musée dans leur classe. Et puis, vu que c'est pendant 2 semaines, les autres classes viennent visiter leur petit musée dans la classe. Et puis, eux deviennent les historiens, eux deviennent les interprètes des objets à leur disposition. Donc, je trouve ça, moi, complètement, absolument fascinant et fabuleux. Vous suscitez énormément de questionnements, juste si ce n'est qu'aller naviguer. J'ai les questions, encore une fois. On retrouve tout ça, j'imagine, pour aller réserver une Oui, boîte oui, sur le site. tout à fait. Il y a du monde pendant qu'on vous écoute. Je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui fouillent sur le site et je pense qu'on a les yeux tout grands ouverts là, en vous écoutant. Là. Continuez, c'est tellement intéressant. Ben, merci beaucoup. Et puis, ce qui est bien aussi, puis ça, c'est un peu à essai, erreur et expérience. Alors qu'au début, je me rappelle, c'est ligne de ravitaillement qu'on a conçu en premier, Musée de la Gare en 2016, j'ai envie de dire. On se dit, oh non, ça va être 10e année. Là. C'est en 10e année qu'on enseigne la Première Guerre mondiale. Mais avec la rétroaction qu'on recevait des enseignants, on a réalisé que, ben, en fait, en maternelle, en première année, en 2e année, en 12e année, tout le monde s'intéressait à ça. Alors, je pense que ça a été mis à jour depuis longtemps là, sur les fiches et l'information des programmes. En fait, c'est ouvert vraiment maternelle à 12e année. Et puis, on a vraiment vu que les enseignants et les élèves vraiment adaptaient le contenu selon ce qu'ils apprenaient, selon leurs intérêts. Et puis, les témoignages, vraiment, là, ont été incroyables. Si vous regardez avec les lignes de ravitaillement ici au Musée de la Guerre, la veste réglementaire ici, bon, ben ça, c'est les vestes que portaient les soldats à la Première Guerre mondiale. C'est lourd, ça pique, c'est en laine. Et là, on essaie de les mettre en situation, OK, il fait froid, vous êtes dans une tranchée, vous n'êtes pas lavé depuis 3 semaines, il y a des rats, il y a des poux. Et il y a des obus partout. Alors, vraiment, là, les élèves, ils peuvent mettre cette veste-là, puis s'imaginer un peu comment ça avait été, puis embarquent vraiment dans une réflexion, une pensée là, de OK, ouais, la guerre, là, ça évoque plein de choses. Alors, ce n'est qu'un exemple. Je continue. Donc, je crois que c'était un des derniers outils, un des derniers exemples d'outils pédagogiques. Ici, c'est la zone pédagogique. Ça devient un peu mélange, je réalise, avec tous les titres. Ici, c'est propre au Musée canadien de l'histoire et ce sont des trousses virtuelles cette fois-ci. Donc, le contenu, encore là, est pertinent dans le contexte du programme scolaire canadien actuel et a été établi aussi en consultation avec les diverses communautés. Et puis, donc, je vous laisserai peut-être explorer à votre guise.
mais je m'étais mise un lien ici. Ah oui, c'est vrai. Je vais aller vous montrer un exemple. Donc, si je rentre dans le site, activité dans la trousse, poser les bonnes questions et activité par objet. Attendez une petite seconde. Je ne suis pas certain que les pages ouvrent parce que là, présentement, on est à l'histoire du Canada dans votre classe. Est-ce que Ah c'est oui? ça? Si tu sembles cliquer sur Ah, des... ça a pas fonctionné. Ah, Ben, je OK. ne suis pas certain, là, mais OK. Ben, c'est dommage, mais désolée. on t'écoute. On t'écoute. Vous m'écoutez. Puis je ne veux pas arrêter le partage au cas où que ça arrête tout. Euh, je vais peut-être réessayer. Alors, si j'appuie ici, vous voyez toujours la même chose? C'est toujours la Non? même diapo, C'est toujours mais la c'est pas même grave, diapo. c'est fort OK. intéressant de la façon dont tu l'expliques. OK, ben merci. Donc, il y a des trousses justement qui vont spécialement avec l'entête là, de développer la pensée critique, observer une image. Et ce que je voulais vous montrer, c'était une œuvre d'art d'un bûcheron, ça s'appelle Bûcheron noir à Shelburne en Nouvelle-Écosse par William Booth. Alors, c'est une peinture, euh, vous pouvez peut-être la visualiser, là, mais donc on pose les questions en observant l'œuvre, je vois. Décrivez ce que vous voyez. Je crois que l'œuvre représente. Décrivez ce que vous pensez. Je me pose des questions au sujet de l'œuvre. Et là, l'élève continue. Et puis, la fiche donne toutes sortes de contextes historiques, pardon. Et puis, pose vraiment le questionnement, aller voir, mais qu'est-ce qui se passe dans cette image-là, dans cette peinture-là? Qu'est-ce que ça m'explique à propos de l'histoire du Canada? Et puis, en fait, je l'avais sorti celle-là, étant donné qu'on venait de finir l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, parce on avait mis en évidence certains programmes, certaines œuvres là, qui parlaient justement de l'expérience. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Donc, je vous laisserai explorer cet autre outil pédagogique. Ces trousses-là, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, ce sont des trousses virtuelles dans ce cas-ci. Donc, ah oui, non, ça va, pardon. Je regarde. OK. Donc, je crois qu'on arrive à la dernière étape de ma présentation. C'était dans le but de parler un petit peu brièvement là, bon, aller au-delà. On a parlé de la visite au musée en personne, on a parlé des outils virtuels et autres, mais des fois, il y a d'autres partenariats qui se créent par hasard des fois. Et je voulais vous donner deux exemples concrets ici, en premier lieu, pour le mettre un peu plus en contexte. Le premier ici, exposition de médailles en ligne. Bon, c'est un outil que nous avons, c'est une base de données, des médailles du Musée canadien de la guerre qui explique bon, ben, quelle médaille veut dire quoi, mais aussi les gens qui ont reçu ce type de médaille-là. Et puis, c'est un projet qui a vu le projet dont je vais vous parler, qui a vu le jour ici à Ottawa avec une école du Glebe et un groupe de 10e année qui apprenait l'histoire des infirmières de la Première Guerre mondiale. Ils cherchaient à mieux les connaître pour vraiment honorer leur mémoire, pardon. Et puis, sous l'initiative de l'enseignante, elle a contacté l'équipe des collections au musée et puis voir ce qui était possible de voir. Elle ne connaissait pas l'exposition en ligne sur les médailles du tout. Et puis, de fil en aiguille, il y a un projet qui est né, et puis entre l'école et nous. Et puis, donc, mon collègue a commencé à rassembler des fichiers, des dossiers d'individus de la Première Guerre mondiale, des infirmières justement de la Première Guerre mondiale, leur dossier personnel qu'on tient ici en archive au musée de la guerre. Et puis, les élèves sont vraiment rentrés dans les dossiers à essayer de remplir des trous parce que des fois, on n'a pas toute l'information à propos de ces gens-là. Alors, ils ont appris à connaître qui ils étaient, comme je le dis, remplir les trous là où il y en avait. Et le résultat de leur recherche,
a ensuite été ajouté à notre base de données des médailles en ligne. Alors, cette fois-ci, c'est les élèves qui nous ont aidés avec la recherche et mon collègue est allé dans la classe leur montrer un peu comment on faisait ce type de travail-là. Et puis, là, on va voir si mon lien a fonctionné. Est-ce que là, vous voyez un lien? Toujours pas, hein? Ben, je vois l'image aller dans l'au-delà, là, votre diapo. Ah non, OK. Pour une raison quelconque, mes liens ne fonctionnent plus. C'est vraiment étrange. J'allais aller vous montrer où était justement cette base de données de médailles. Alors, j'avais seulement réservé la photo des infirmières ici, mais c'est grâce au... C'est une façon de piquer notre curiosité. On va Oui, c'est aller ça. s'amuser sur le site pour aller trouver les fiches. Oui, oui, j'ai fait exprès, oui. Le deuxième, ici, archéologie côtière. Donc, ça, c'est un autre projet vraiment, vraiment incroyable. Comme vous savez, le Canada a de très longues côtes, hein? Alors, je pense qu'on est entouré d'eau sur 3 de nos 4 frontières, si je peux le dire comme ça. Et à cause du réchauffement climatique et autres, il y a énormément d'érosion qui se produit d'une façon alarmante, vraiment alarmante. Et cette érosion est en train de laver carrément des sites d'archéologie et la mer emporte avec elle donc des preuves pas de culture autochtone, mais si vous voulez, d'artefacts autochtones, de villages, de restes peut-être enfouis, là, mais qui quand même auraient pu nous donner à nous comme chercheurs, mais aussi aux communautés, des réponses quant à leurs origines, à leurs traditions. Alors, nous ne sommes pas les seuls là, qui faisons ce type de travail. C'est quand même assez répandu dans le monde. Mais j'ai un de mes collègues archéologues qui a établi une école d'archéologie saisonnière où il est en mesure d'apprendre les techniques de base d'archéologie à des communautés autochtones pour que celles-ci puissent faire un peu de travail de prévention. Et puis, c'est une autre façon de redonner, de développer les connaissances et puis pour nous aussi d'apprendre parce que de se trouver là avec les communautés, avec les gens qui préservent avec beaucoup d'engagement leur culture, ça nous apprend énormément de choses aussi. Et les 2 derniers points que j'avais ici, ce sont encore d'autres ressources pour vous que vous trouverez sur le site web. Donc, les 2 musées ont des centres de ressources et de recherche avec des gens extrêmement connaissants. Alors, quand vous voulez faire des recherches d'images, les droits d'auteur, la collection de livres rares, tout ça, comment faire des recherches généalogiques. Je sais que c'est très à la mode en ce moment. On a des aides de recherche maintenant, tellement que c'était populaire. Et enfin, les musées numériques du Canada. Et je pense que, Paul, tu avais découvert ça toi aussi. Tu n'étais pas au courant la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc, c'est un peu... je vais essayer mon dernier lien. Là. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, la petite... Non. Ça tourne, mais on ne le voit pas. Non, c'est bizarre. Ah, j'ai été trop loin. OK, on va laisser faire. OK, bon, les musées numériques, c'est un programme, en fait, de financement que le musée gère pour Patrimoine canadien. Et on a une équipe de coordonnateurs qui travaillent avec des musées partout au Canada pour les aider à transformer leur musée en un musée numérique. Alors, c'est des histoires communautaires, c'est des collections qui ont été numérisées. Il y a de tout, vraiment, là. Il y a les tout petits musées opérés par des bénévoles qui ont cette plateforme-là, autant qu'il y a des grands musées comme le musée ROM, le Royal Ontario Museum, qui a aussi des pages. Alors, c'est vraiment vaste, mais c'est une autre façon, une autre porte d'entrée pour vous pour aller faire de la recherche avec vos élèves sur des thématiques là, c'est ça, innombrables. Alors, sur ce, je vais arrêter de parler. Moi, je peux te dire, Caroline, pour t'avoir écouté, être suspendu à tes lèvres un peu, c'est wow. J'ai pas eu énormément de questions dans le clavardage, mais je peux te dire une chose, c'est une des premières fois où je vois autant de personnes chercher, poser des questions,
mettre les liens envers les fiches. Je pense que tu viens de piquer notre curiosité. En tout cas, tu as piqué la mienne. J'ai peut-être navigué quelque peu pour me préparer sur les sites, mais c'est une mine d'or, une mine d'informations tellement riche. Et je pense qu'on pourrait gagner à en faire une promotion près de nos équipes pédagogiques parce que ça me tente d'aller au musée. Donc, Merci. Ouais. Et c'est que la surface, hein. On a juste gratté un petit peu. garanti, Ouais. j'ai tellement de. Puis je crois qu'au niveau de. Quand tu disais que ça t'inquiétait au niveau de le virus, la désinformation avec M. Philippe Longchamp et tout ça, ben, les musées, ça passe à travers des filtres. Puis ce qu'on a, c'est vraiment intègre, c'est de la bonne information, c'est vraiment. On est chanceux d'avoir des musées. Puis là, avec la nouvelle technologie de 2023 là, que vous développez, wow, on devrait être en mesure de l'utiliser encore plus. On espère. Je vois, c'est une bonne chose que c'est enregistré, d'autres pourront en profiter. On va en faire la promotion de cette conférence. Je vois des merci, merci beaucoup. Ça nous rend, avec ta conférence, tu nous as rendu un petit peu le musée, ben, les musées plus accessibles. Ah, ben Euh, merci. Oui, ça, puis, c'est bien ça. l'objectif, je crois, est vraiment atteint. Merci énormément. Merci, merci. Belle présentation. Là, je lis ce que je vois comme information. Belle présentation. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci pour toutes les ressources. Merci d'avoir gratté la surface. Je vais creuser sur le site maintenant. Donc, on va peut-être avoir des archéologues. Oh, oui. Donc, c'est juste des merci que je vois passer. Merci. Merci à vous. C'est bien. Louis est revenu. Alors moi, je vais oser une question. Oh. Non, une petite question, parce que, écoutez, mon Internet m'a lâché dans les 15 dernières minutes. Alors, si jamais Caroline t'a répondu, je m'excuse, là. C'est moi qui ai fait le commentaire. Est-ce que vous voyez encore? Puis ça a l'air que c'était juste chez nous. Fait que c'est correct. Ah, OK. Fait que ma question est par rapport si on est dans les suppositions, là. Personnellement, toi, là, si tu penses qu'aujourd'hui, là, on était pour recréer un musée, hein, supposons qu'il n'existait pas le musée de l'histoire, là. Est-ce que tu penses qu'on aurait encore ce grand bâtiment ou un grand bâtiment, ou tu penses qu'on irait plus dans du full techno qu'on peut changer plus facilement, ou tu sais, parce que, puis oui, je prends position dans ma question, mais on m'a dit un jour que des fois, on était victime de nos espaces ou de nos bâtiments, que c'est super positif, mais des fois, c'est négatif. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on recréait le même musée, ou est-ce que tu penses que ça serait éclaté complètement différent? Non, c'est une super bonne question, Louis. Puis, je pense que tout est dans l'équilibre, hein, puis le juste milieu, parce que je pense qu'il y a une importance de préserver des objets, une grande importance de préserver les objets pour les comprendre, mais pour les préserver pour les générations futures, parce qu'on peut apprendre énormément à partir d'objets. Il faut les entreposer, ces objets-là, mais je trouve que la muséologie ou l'approche, en fait, dans les dernières années, est de plus en plus accessible et ouverte, c'est-à-dire que on pense musée, on pense peut-être cacher des voûtes, on préserve, personne touche, mais de plus en plus, on veut mettre ces objets-là en évidence pour que les gens puissent interagir avec les objets, mais à la fois, il faut se rendre accessible. Je pense que c'est là que la technologie ne devrait jamais remplacer
le musée, mais va venir soutenir le musée, amplifier l'expérience du musée et le rendre accessible pour ceux qui peuvent peut-être pas le visiter en personne. Mais de là à dire le remplacer, j'espère que non. D'accord. Et ma dernière question, hein, parce que j'ai osé 2 questions. L'autre, c'est est-ce que dans ce que vous offrez comme, je vais appeler ça comme formation ou atelier ou avec les classes, est-ce que vous en avez une qui s'appelle Comment conserver pour l'éternité? Tu sais, parce que je pense à des écoles qui, tu sais, un jour, dans une des écoles, on avait fait une capsule de temps qu'on avait enterrée, tu sais. Puis Ah on avait oui, dit, ben, dans 50 ans, ils vont trouver ouais, ça, puis blablabla. Mais avec ouais, zéro connaissance par rapport ouais, à, tu sais, puis juste, moi, je pense à juste les photos, parce que c'est un milieu de mhm, vie, une école, puis c'est ouais, très riche. Est-ce que vous offrez ce type de formation, genre pour éveiller ouais. le regard des élèves puis des profs à, ben, tu sais, il y a peut-être pendant ton année, il y a quelque chose que tu voudrais garder, Ouais. pas au complet tes 844 photos, mais peut-être, je sais pas quoi, là. Est-ce que ce type de formation existe? Oui, j'ai envie de rire un peu parce que je me dis, ben, les photos, maintenant, est-ce qu'elles sont pas sur le cloud? Mais on Mhm. parle de photos physiques, là, ça c'est sûr. Oui et non, dans le sens que les principes de conservation et de recherche sont parsemés dans différents outils, dans différents programmes scolaires, mais pas sous le titre Comment préserver. Mais c'est une super bonne idée. Tu sais, je pense qu'on cherche toujours à développer des nouveaux outils. Puis si nous, on ne l'a pas pour l'instant, il y a plein d'organisations comme le Centre canadien l'Institut canadien de conservation, pardon, qui, je suis certaine, a des ressources comme ça et avec qui on travaille souvent. Mais ça pourrait vraiment être un partenaire génial pour faire un camp d'été, par exemple. Donc, non, c'est un très bon Ok, point. je comprends. Ouais, et puis une bonne idée. Si tu me permets, Louis, je vais revenir rapidement sur Oui, ta vas-y. question, parce que moi, je suis comme les élèves qui réfléchissent et qui ont des questions 4 jours plus tard. Mais tu parlais du lieu, puis j'ai arrêté ma réponse à l'objet. Mais il ne faut pas oublier que le musée comme tel, c'est aussi un lieu de rassemblement, un lieu de dialogue. Mhm. Oui. Puis faut pas l'oublier ça. Puis je vous ai parlé, toi et Paul, l'autre jour de l'expérience que j'aime bien avoir quand je visite notre exposition. Là, je fais de la promo. Notre exposition spéciale de Pépino à Pat Patrouille. Et puis, c'est un excellent exemple de la relation intergénérationnelle. Parce que c'est une exposition qui présente, je pense, les 70 ans de la télévision enfant au Canada. Alors, ça va de Bobino, Bobinette ou Pépino à Pat Patrouille, de Gracie, tout ça. Et puis, de voir des familles qui rentrent, des grands-papas, des grands-mamans avec les petits-enfants, surtout avec la semaine de relâche qui vient de commencer, c'est de les Mhm. voir interagir comme ça. Fait que le musée, comme lieu de dialogue, de rencontre, euh, ça serait difficilement remplaçable, je pense, par la technologie. Parce que ce que j'entends, puis j'arrête après ça, ce que j'entends finalement, c'est que le musée a la responsabilité, puis je reprends là, oser, oser inspirer l'histoire de demain, mais de par le lieu, c'est aussi oser créer l'histoire aujourd'hui. Hein? Ah ben Parce que oui, quand les absolument. gens vont au musée, eh bien, il se passe quelque chose. Quand il y a une rencontre moi, je pense au marché de Noël que vous organisez, tu sais, je veux Mhm. dire, il se passe quelque chose. Puis ça, on n'est Ouais, pas en train de ramasser des, des, des informations de 10 ans. Il se passe quelque chose aujourd'hui ouais, dans ce lieu. Donc, voilà. absolument. Bon, moi, j'arrête de parler, puis je repasse la parole à Paul. Eh bien, moi, je vais répéter un petit peu ce que je disais. Tu as piqué notre curiosité pendant la dernière heure. Là, il faut aller travailler, il faut aller explorer, il faut aller chercher pour trouver ce qui pourrait définitivement accrocher puis engager nos élèves dans les Excellent. salles de classe.
En tout cas, moi, je m'engage à en faire la promotion et de dire qu'il y a un enregistrement qui existe et peut-être à souhaiter qu'il y ait une deuxième expérience avec toi, Caroline, pour nous vraiment nous aider à garder cet élan-là que tu nous as Ça me ferait donné ce plaisir. soir. Plaisir, et puis j'inviterai mes collègues qui sont, eux, les vrais spécialistes à me joindre. Excellent. Merci énormément. Merci. Ben, parfait. Ben, c'est à mon tour, Alors, Caroline, on va... Oui, vas-y, Denis, j'étais pour te oui, dire... de te je remercier. passe la parole à Denis Tardif. Ben, merci, Louis. Merci, Paul, également. Donc, un gros merci, Caroline. Ce soir, on a d'abord et avant tout rencontré une passionnée d'histoire, une passionnée de muséologie. Mais en t'écoutant, on comprend comment ton cheminement a pu t'amener de guide à directrice générale du musée. Puis je pense que derrière ça, il y a d'abord et avant tout une grande passion. Donc, oui, le musée, c'est une source sûre. Puis dans un contexte de pensée critique, on sait à quel point c'est important de nos jours. Et tu nous as montré autant comment on peut visiter le musée ou comment le musée peut nous rendre visite également là, avec vos boîtes d'histoire qui peuvent se promener. Puis le parallèle également de la visite virtuelle pour tous les gens qui ne sont pas à proximité, qui ne peuvent pas s'y rendre en personne. Donc, on voit vraiment que c'est une grande base de connaissances et une grande richesse. Puis on a vu aussi là, qu'il y a de grandes perspectives autochtones. Donc, dans le contexte de la réconciliation, ben, c'est très important également de le noter. Donc, encore une fois, un gros merci. Puis, on est très content de voir aussi, comme enseignant, qu'il y a des ressources qui sont préparées pour les enseignants, donc avec déjà des liens au curriculum et des sujets pertinents qui touchent vraiment nos salles de classe. Donc, des choses que les gens vont pouvoir utiliser très bientôt dans leur salle de classe. Encore une fois, merci. Merci à vous. Puis j'espère que ce n'est que le début et qu'on aura la chance de travailler ensemble à nouveau. Et n'hésitez pas. J'espère que je vois les adresses ont été ajoutées. Donc, j'espère que vous trouverez la navigation assez simple. Puis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Alors, merci Caroline, merci tout le monde, bonne soirée. Et moi, je vous invite déjà à la prochaine conférence qui a été lancée ce matin ou hier, je pense. Alors, donc, allez sur le site du Centre Franco, 6 avril, une conférence où on va parler d'inclusion, avec diversité inclusion, avec une personne assez incroyable. Son nom, c'est Laura Gagnon. Et puis, donc, 6 avril, c'est notre prochain rendez-vous. Merci Caroline, merci tout le monde, bonne soirée. Merci.